Nous voulions faire une émission sur la caricature, son histoire à travers les âges, ses références, sa réalité actuelle. À Paris, nous avons réalisé que nos fantasmes personnels nous dirigeaient vers une seule et unique personnalité, celle de Claire Bretéché. Oh, ça ne s'est pas fait sans discussion. Pourquoi avoir choisi Claire? Parce qu'elle dessine, caricature, critique, raconte des histoires en images. Sans doute aussi inconsciemment parce qu'elle est femme, qu'elle est belle, que l'on a envie de lui poser des questions. Et puis elle est un personnage de notre époque que d'aucuns connaissent ne serait-ce qu'à travers cette critique hebdomadaire qui s'appelle Les Frustrés. Roland Barthes, le sociologue, aussi bien que Jean Daniel, rédacteur en chef du Nouvel Observateur, disent qu'elle est le sociologue le plus important de notre temps. Il était tentant pour nous de savoir si cela était vrai. Claire, c'est une femme qui donne à voir ce qu'elle regarde, qui regarde ce qu'elle est pour le donner à voir. Elle reste un témoin, un récepteur, un amplificateur dont le regard nous permet de rire. Un rire parfois grinçant quand on comprend que c'est de nous-mêmes que nous rions. Claire Bretéché, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à ma demande au téléphone l'autre jour. Et ben voilà, je suis là maintenant, c'est gentil de me recevoir. Il faut que je vous donne un peu plus d'explications. Voilà, on veut faire une émission. On fait une émission de 52 minutes pour la télévision suisse romande, sur la caricature, le dessin d'humour. Et puis voilà, on vous a choisi, si vous êtes d'accord, pour illustrer tout au moins une bonne partie du film. Alors, vous êtes d'accord? C'est pas passionnant, mais enfin, bon. Non, mais enfin, écoutez, je pense qu'on va d'abord apprendre à se connaître et puis que... Ça va être chouette. Ben voyez, c'est déjà drôle. Non, alors il nous faut quand même... bon, on va faire cette préparation, on va vous donner un petit plan de travail et puis il faudra quand même nous accorder une bonne semaine de travail. Vous êtes combien? Ben, on est trois. Alors, Tous beaux? bon, écoutez, Claire, on y va alors? D'accord? Ok. Ok. Qu'est-ce que je pose comme question? Quand il te fera signe, tu dis, mais dans le fond, pourquoi vous m'avez choisi moi? Ah bon. Hein? Mais pourquoi vous voulez faire cette émission sur moi? Ben, c'est par référence aux frustrés. Parce que quand on regarde les dessins des frustrés, on retrouve une critique d'une certaine société qui est vraiment actuelle. Et je crois que sur le plan sociologique, les frustrés, c'est une référence de notre époque. Alors, c'est en ça, si vous voulez, que on s'est déterminé à vous choisir. C'est pas vous qu'on a choisi, c'est les frustrés. Je suis bouleversée de tant d'honneur. Beaucoup de soleil, les femmes. Non, oui. Pourquoi tu dessinais déjà des histoires en images à 6 ans? Bah, je suppose parce que je lisais beaucoup de bandes dessinées. À l'époque, c'était pas... Enfin, je lisais pas Spirou Tintin, je sais même pas si ça existait d'ailleurs en 46. Mais je lisais La Semaine de Suzette, Lisette, des choses comme ça, où il y avait déjà... Enfin, je connaissais bien Bécassine, il y avait les Pieds Nickelés aussi. Enfin, ce genre de choses-là. Mais alors tu préférais Alors, dessiner que d'aller à l'école? Je préférais pas parce que j'allais à l'école, on me demandait pas mon avis. Mais enfin, je dessinais au lieu de faire mes devoirs, oui. Mais ça, tu dessinais en cachette? Ah bah oui, sous tous mes cahiers, il y avait un cahier de dessin. Pendant les cours, Oui. Aujourd'hui, quand tu les vois, ces dessins, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est très bien, moi. Je trouve que j'étais très douée. Je trouve que j'étais un petit prodige. Les textes sont un prodige de crétinerie, mais les dessins étaient marrants. Et tu les montrais à l'époque? Ah oui, oui, bien sûr. À qui? À tes petits camarades? Ah oui, j'en portais souvent en classe. Il y avait même je faisais même des bandes dessinées à suivre. Quels étaient les thèmes que tu traitais quand tu étais enfant? Je sais pas s'il y avait tellement des thèmes. Enfin, en tout cas, c'était toujours des héroïnes. Et de toute façon, c'était des bandes dessinées qui n'étaient jamais terminées. Parce que c'est bien plus agréable de commencer quelque chose que de le finir, plus facile. Donc, j'avais une quantité industrielle de choses commencées, pas finies. Mais dire les thèmes, c'était souvent de vils plagiats de la bande que j'avais lue la veille.
clair, on est un peu sur les traces de votre passé ici. C'est douloureux. C'est ici que vous êtes arrivé en débarquant de Bretagne. Eh oui, c'est ici, oui, c'est pas mal, hein. C'est plein de souvenirs pour vous. Oui, vous tenez absolument à ce que je vous raconte mes débuts difficiles. En réalité, je trouve ça tout à fait charmant et pittoresque maintenant. Vous avez habité ici. Ah, moi, j'habitais en haut, là. Comment vous avez trouvé? Oh, bah, parce que j'avais un petit ami qui avait des copains alors c'est toujours comme ça que ça se fait. Vous avez un atelier là en haut. Et puis, bah, ça a l'air d'être un peu retapé maintenant. À l'époque, c'était pas mal. Mais à l'époque, vous ne dessiniez pas encore pour les journaux. Ah non, non, non. À l'époque, je ne pensais pas que c'était indispensable de travailler pour gagner sa croûte. Est-ce qu'on peut considérer en fin de compte que c'est ici que votre vie a changé? Oui, enfin, c'est le fait de venir à Paris qui a fait changer ma vie, évidemment. Bon, mais non, c'est pas vraiment ici. Et ici, j'ai pris conscience qu'on pouvait avoir besoin d'argent pour se nourrir et se loger. Ce dont je n'étais pas du tout convaincue avant. On visite un peu tous les deux? Oui, mais ça, vraiment, c'est tout retapé maintenant. C'est plus aussi sordide que ça l'était. J'aurais bien aimé vous montrer à quel point c'était sordide pour que vous compreniez bien à quel point j'ai souffert. C'est-à-dire à l'époque, j'étais professeur auxiliaire de dessin à Pontoise. Et il fallait quand même être assez convenable pour aller faire les cours. Et donc, c'était à l'époque où on mettait des bas et des chaussures à pitons. Et un jour, je les ai filés dans ces escaliers et je suis plus retournée au lycée. Voilà. Alors en somme, ils sont responsables de pas mal de choses. Si ça n'avait pas été ces escaliers-là, ça aurait été autre chose, je crois. J'étais pas tellement... Enfin, j'avais pas tellement envie de continuer dans le professorat. L'ai-je bien monté? Oui, mais il aurait fallu continuer. C'est jamais revenu jusqu'à maintenant, et en venant, je trouve ça très bien. Je trouve que c'était vraiment bien d'arriver à Nantes et de tomber ici. Mais à l'époque, ça me paraissait le comble de la déchéance et du sordide. Je trouvais vraiment d'une connerie et d'un snobisme incroyable. Je trouvais qu'habiter ailleurs que Boulevard Haussmann dans un appartement du second étage, c'était pas pensable. Pourquoi la vie était très dure à cette époque-là pour vous ici? La vie était infernale, j'avais pas un rond. Enfin, mais c'était normal, mais j'étais tellement gâtée et bourgeoise que ça me paraissait invraisemblable. Qu'on ne m'en reçoive pas avec un tapis rouge et des chèques. Comment vous viviez ici? Racontez-moi un peu une journée. Bah, c'est-à-dire, il y a eu plusieurs phases, mais enfin, un certain temps, j'habitais avec 4 ou 5 mecs, dans la plus parfaite vertu d'ailleurs. On couchait par terre dans cette grande pièce-là. Et puis, il y avait l'un des types qui recevait de l'argent de son père et qui nous nourrissait de riz au curry éternellement. Riz au curry, tout le temps riz au curry. J'aurais dû être très contente, mais je m'ennuyais beaucoup. Et vous êtes parti pourquoi? D'ici, je suis partie parce que j'arrivais pas à payer le loyer. J'étais poursuivie par le propriétaire, qui était un Hongrois de 2 mètres de haut et large en proportion. Non, après, je vais au boulevard Saint-Michel dans une chambre pire encore. Il vous a pas rattrapé? Non, mais j'avais très peur de lui. Donc on peut dire que quand vous êtes parti d'ici, c'était pas encore gagné. Ah ben, je suis toujours partie de mes chambres de bonne, de toute façon, ou de mes trucs comme ça, parce que je pouvais pas payer le loyer. Je suis toujours partie d'une façon très honteuse. Maintenant, vous arrivez à payer le loyer? Maintenant, ça va. Mais maintenant, merde. Mais maintenant, j'ai un loyer très peu cher. Je suis pas très heureuse qu'il en arrive là. Et puis, finalement, j'en ai eu marre. Alors, j'ai gardé un gosse pendant 1 an. Et pendant 1 an, j'ai fait une espèce de dossier. Assez misérable, d'ailleurs, mais enfin, ça m'a pris du Donc temps. tu as repris un crayon, un papier, Oui, puis tu... oui. Et le fait de garder ce môme, ça m'a réalimenté. Et j'ai fait ce dossier. Et après, j'ai commencé à démarcher. Mais alors dans ce dossier, qu'est-ce qu'il y avait? C'était n'importe quoi. C'est bizarre, à cette époque-là, je ne pensais pas du tout à la bande dessinée, ça me paraissait inaccessible complètement. Je pensais plutôt faire de l'illustration pour des bouquins d'enfants, mais sous forme de juste le dessin, sans idée. Ou alors peut-être éventuellement du dessin humoristique pour des journaux de niveau assez bas. Enfin, j'avais pas beaucoup d'ambition, à vrai dire. Je suis allée à Bayard Presse, c'est-à-dire à la presse catholique, parce que faut dire que quand même, j'ai tout le temps un petit peu fait des dessins pour les guides de France. Parce que j'étais moi-même guidouille quand j'étais à Nantes.
Et puis finalement, j'étais tombée sur une fille sympa qui me prenait des dessins de temps en temps et qui me payait correctement. Et elle m'avait dit, bah, j'ai une amie, tu sais, c'est toujours comme ça que ça se passe, j'ai une copine qui travaille à Record. Record, c'était un journal de jeunes de Bayard Presse. Alors je suis allée, là, ils ont été très bien. Ils m'ont pris 2 ou 3 trucs pour des têtes de rubrique, des choses comme ça. J'étais allée à Pilote en 64, où j'avais vu Goscinny, qui avait été vraiment très bien. Lui il a eu l'impression que je pouvais faire quelque chose, et puis il a eu l'impression après qu'il s'était gouré. Et puis ils m'ont pris la première histoire de Cellulite, qui était une histoire complète aussi. Le système d'histoire complète, c'est vraiment le seul pour commencer, parce que c'est pris ou c'est pas pris. Et alors là, tu es resté quand même un certain temps. Ben oui, alors là, j'ai commencé à aller aux réunions de rédaction, où il n'y avait que des mecs. Ça devait pas être facile, non? Ben, pour moi, c'était tout à fait facile parce que ça ne me posait pas de problème, mais pour eux, c'était dur, je crois. Mais ils t'ont vu d'un mauvais œil au départ? Je me rends pas compte. J'ai pas l'impression, mais j'étais tout à fait inconsciente. D'abord, j'étais inconsciente du fait que ce soit étonnant qu'il n'y ait pas de femmes dans la bande dessinée. J'ai réalisé que plus tard, quand on me l'a fait remarquer, mais je me rendais pas compte. Ah ben, l'Écho des Savanes, c'est Mandrika qui a eu envie de faire un journal. En quelle année? Oh, ça doit être en 72, quelque chose comme ça. Il a eu envie de faire un journal parce qu'on lui refusait des bandes à Pilote, ça l'énervait. Et moi, on m'en refusait pas, mais enfin, je trouvais que c'était marrant d'essayer de faire un journal aussi. Et Gottlieb, il voulait faire, il voulait se défouler. Et vous pouvez pas d'un Pilote parce que c'était quand même soumis à une législation pour la jeunesse et tout ça. Alors. Vers l'Observateur, il y a combien? Il y a 2 ans? Ben, il y a un type, un journaliste qui est venu me demander d'abord des dessins pour Le Sauvage, qui était un mensuel écologique. Puis ça, c'était une espèce de test. Parce qu'en fait, il y a une fille qui travaillait depuis longtemps au Nouvel Observateur qui ramait depuis 1 an pour m'y faire rentrer. Alors, mais c'était difficile de convaincre la direction parce que la direction n'était pas tellement favorable à la bande dessinée. Puis elle est arrivée à ses fins. Vous devez donner votre dessin tous les mardis à l'Observateur, et ça commence à devenir une hantise le lundi soir. Ça veut dire que jusqu'au Oui. lundi soir, vous n'avez rien fait. Faut pas trop le dire, ça. Non, mais je peux pas vous expliquer comment ça se passe, puisque moi, à chaque fois que j'ai fait une page, que j'en sois contente ou non, et si j'en suis contente, à plus forte raison, je suis convaincue que c'est la dernière que je suis capable de faire. Je me dis, c'est une espèce de miracle qui s'est encore produit, je sais pas comment ça se fait, et c'est fini, j'y arriverai plus jamais. Mais bon, à force de raisonner, je me dis, étant donné que ça fait des années que j'y arrive toutes les semaines, ou au pire, toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, ça peut se reproduire encore, mais je vous dis, chaque fois, j'ai tellement peu de méthodes que je m'appuie pas du tout sur une méthode. Sinon, je croirais pas au miracle. Est-ce que vous ne courez pas le risque à ce moment-là de faire quelquefois un mauvais dessin? Bah, évidemment, bah, j'en fais tout le temps, de toute façon. Non, c'est pas de la fausse modestie, mais vraiment, il y a... Moi, je suis absolument incapable de faire un bon dessin par semaine. Il y a des gens qui en sont capables. Autrefois, il y avait des dessinateurs de presse qui faisaient un bon dessin par jour. Je sais pas, les gens bossaient à cette époque-là, j'en sais rien. Moi. Maintenant, vous savez, comme sont les jeunes, ils veulent plus bosser. Tu peux te mettre en rien sur ta gauche, s'il te plaît. Ça va? Est-ce que c'est un engagement pour vous d'avoir dessiné les frustrés? Est-ce que vous avez un message à donner? Non. Vous en trouvez un, vous? Ah, mais c'est moi qui vous pose la question. Non, non, mais bah, je sais pas. Non, je n'ai pas l'intention d'en donner, non. Il faudra encore que je sois capable d'en donner un.
À partir du moment où on est dans un thème comme celui des frustrés depuis maintenant 2 ou 3 ans, 3 ans, est-ce qu'on n'en devient pas un petit peu aussi l'esclave? Oh, j'en ai marre, oui, ça je dois dire, j'en ai marre. Mais il faut arrêter net, faire autre chose. Enfin, c'est le problème, c'est que moi je pense que j'en ai fait assez de cette série, et puis les autres pensent que j'en ai pas fait assez. Alors, moi j'aime. De toute façon, à partir du moment où je suis dans une boîte et dans un système, j'ai qu'une envie, c'est d'en sortir. Mais enfin, quoi qu'avec avec l'âge, ça se tasse un peu. Est-ce que dans les personnages que l'on voit dans ces bandes, il y a très souvent Claire Bretéché? Ça c'est mon problème. Pourquoi? C'est un secret, mais le fait de ne pas répondre, c'est déjà un peu répondre, non? Bah alors contentez-vous-en. Est-ce que les frustrés sont des personnages assez solides pour aller au-delà du temps? Vraiment, je pense pas. Bon, évidemment, vous me direz que c'est... Je veux faire la modeste, mais vraiment, vraiment, je pense pas. Vraiment, je pense que c'est un petit truc qui correspond à, peut-être à l'époque, et encore, à 4-5 ans maximum. C'est pas ça qui traverse les siècles. Donc les frustrés, il faut les vendre très vite, parce qu'ils vieilliront très vite. Oui, pourquoi croyez-vous que je fasse ce genre d'émission? C'est justement pour les vendre très vite. Je me dis, ça marche en ce moment, profitons-en. Si je savais, ça m'aiderait bien. Non, mais c'est probablement le résultat d'une série d'observations, mais je m'en rends pas très bien compte. Enfin, c'est rarement des observations directes. Vous n'avez pas l'impression que les gens qui sont là autour de vous sont directement sortis de vos dessins? C'est-à-dire que j'aimerais bien les y faire rentrer, c'est surtout ça la question. Non, mais ils représentent un petit peu les frustrés, non? Oh, c'est des gens bien pensants. Dans quel sens? Bien pensants, bon, c'est des gens de gauche, je veux dire, de gauche, mais bien pensants, c'est-à-dire pas subversifs. Oui. Donc c'est pour ça qu'ici vous aimez bien les retrouver, parce qu'ils, pour vous, ils représentent un petit peu ce monde que vous dessinez en fin de compte. J'espère toujours choper des conversations miracles. Mais finalement, c'est très difficile, parce que d'abord, on entend mal. Et puis, bon, on peut pas être à la fois à table à dîner avec ses copains et avoir l'oreille vissée à la table voisine. Mais est-ce que vous avez toujours une oreille qui traîne quand même? Ça dépend, c'est pas systématique, mais ici, par exemple, oui. Parce qu'ici, c'est vraiment c'est le Sénat. Il y a des choses merveilleuses qui se disent ici, mais il faut les choper, c'est ça. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? On continue à parler? Là, on va manger, non? Ah oui, oui, oui. Si on veut bien nous servir. Oui, mais tu sais, ils sont un peu déconcertés. Parce que... Oh, oh là là, voilà. Qui dit non? Voilà Paul qui Oh va non, insister. merde. J'ai jamais voulu travailler, ce qu'on entend par travailler, aller au bureau et tout ça, et j'ai, par une espèce de concours de circonstances chanceux, je fais ça. Je trouve que c'est un miracle. Bon, et je pense toujours que ça va pas durer, mais ça dure. Alors, tant que ça dure, ça va. Si un jour le trou se fait, par manque d'inspiration, allons au pire, est-ce que ça sera dramatique pour vous? Oh, je peux même pas arrêter mon esprit là-dessus, parce que vraiment... Et de toute façon, il faut bien que je fasse quelque chose pour bouffer. Et à l'âge que j'ai maintenant, je vais pas me lancer dans le secrétariat. De toute façon, j'y arriverai pas. Alors, j'ai pas tellement le choix. C'est ça ou rien. Vous Ou avez je peux trouver un vieux aussi, éventuellement. Bon, enfin... Les gens imaginent une Claire Bretéché à travers les personnages des frustrés. On en arrive à dire dans certaines conversations, ah tiens, on fait du Bretéché. Quel sentiment ça déclenche en vous quand vous savez que des gens disent ça, soit après avoir vu un dessin, soit après avoir eu eux-mêmes
des attitudes qui rappellent ce C'est un dessin. petit peu embêtant parce que ça suppose que les gens ont plus de surprise en lisant les pages. S'ils peuvent imaginer par avance ce que c'est pas très bon. D'ailleurs, il y en a qui m'écrivent pour me donner des idées. C'est très déprimant parce que ça sous-entend qu'il y a un système tellement simple que n'importe qui peut rentrer dedans. Est-ce que le système est si simple que ça? Mais il n'y a pas tellement de système parce que, en fait, quand on pense aux frustrés, vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose, on voit toujours qu'un aspect, même si cet aspect est en minorité. Et moi, quand on pense, les gens, quand ils pensent frustrés, ils pensent critique de la gauche qui parle. Et en fait, si on compte les pages de mes albums, il y a quand même pas beaucoup de pages où ce sont des gens de gauche qui parlent. Il y en a beaucoup où ce sont où c'est n'importe quoi, des histoires de mômes, beaucoup d'histoires de femmes, de plus en plus d'ailleurs. Si vous en êtes arrivé là, c'est pas un hasard. Il y a quand même quelque chose qui, en vous, fait que vous avez envie de parler de ces gens-là. Est-ce que vous êtes comme eux, ou est-ce que c'est en les regardant que vous nous les avez montrés? Mais je suis comme eux dans une certaine mesure. C'est peut-être pour ça que, justement, ça m'intéresse quelquefois, mais... Si vous voulez, on peut absolument plus faire d'humour avec les gens de droite. Parce que les gens de droite sont des gens complètement cohérents. C'est-à-dire qu'ils vivent comme ils pensent. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas de rupture. Alors que les gens de gauche vivent d'une façon et pensent d'une autre. Donc ça fait des effets comiques. Oui, mais alors prenons vos dessins sur sur cette certaine gauche intellectuelle. Ils paraissent dans l'Observateur, ils ont donc une certaine couleur. Mettons les mêmes dessins Pas possible. paraissant dans le Figaro. Pas possible. Je peux faire ça qu'à l'Observateur. C'est pas possible autrement. C'est Pourquoi? pour ça que ça colle bien. C'est pas vrai, ils auraient un autre sens politique dans le Figaro. Justement. Mais je pourrais pas, moi, parce que j'ai quand même de la sympathie, si vous voulez, pour les gens de gauche. Oui, mais vous avez conscience quand même que le même dessin peut être interprété de deux manières. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'ils sont malins, l'Observateur. C'est pas du tout des imbéciles. C'est qu'ils ont, ils ont tout de suite vu que ce genre de critique pouvait coller à l'intérieur du système, mais pas à l'extérieur. Il nous a tout de suite dit, mais vous savez, bon, j'ai des idées plutôt observateurs ou plutôt de gauche, mais je ne suis absolument pas, politique. Je ne suis pas engagé. Alors, on ne me demandait pas des dessins politiques. Et je crois que nous lui avons dit, mais on vous demande pas d'illustrer l'actualité politique ou de faire une caricature politique, ce qui est le rôle d'autres dessinateurs dans le journal. Mais peut-être pourriez-vous faire une chose qui est de vous moquer de nous. Puis anti-militante de nature. Oui, c'est une forme de lâcheté. Oui. C'est-à-dire que j'ai pas du tout le désir de convaincre, je crois. Que si les gens veulent pas me croire, j'en ai rien à foutre, ça les regarde. Donc je veux pas me donner du mal pour les convaincre. Je refuse de boire ce café à cause de l'impérialisme américain qui pressure le Brésil. Je refuse de porter de la laine alors que l'Australie refuse l'immigration des gens de couleur. Je me passerai désormais de coton à cause de la détérioration des termes de l'échange avec l'Inde et l'Afrique. Je hais l'idée de marcher dans un cuir espagnol à cause de Franco. Il n'est plus question de textiles synthétiques à cause des gros trosses pétroliers, voilà. Tu as entièrement raison, Maurice. Si tout le monde en faisait autant, les choses changeraient. Je te sers un whisky. N'attrape pas froid. Le whisky est distillé par la compagnie qui a fabriqué la thalidomide et a refusé d'indemniser les familles. Mais à partir d'un certain âge, il est difficile d'assumer un état de révolte intégrale plus de 2 minutes. C'est important pour vous, l'argent? Oui, excessivement important. Pourquoi? Écoutez, c'est pas important. Non, mais pourquoi? Parce que vous en avez bavé, parce que vous avez été longtemps sans en avoir et que maintenant que vous en avez, vous y prenez goût. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ce à quoi je prends goût, c'est à ne pas m'occuper de savoir si j'en ai. Et ce qui est la preuve que j'en ai suffisamment. J'aime bien avoir assez d'argent pour mépriser, enfin. Vous aimez le dépenser? Ah bah je fais que ça, vraiment.
Je vous dis, c'est parce que, je sais pas, j'ai fait un voyage récemment, c'était le premier de ma vie que je faisais dans ces conditions-là, en ayant emporté plein de fric, 3 fois trop. Et jamais regarder le prix de la chambre d'hôtel ou des choses comme ça, c'est un régal, que vous voulez. J'ai découvert ça cette année. Ma pauvre chérie, c'est atroce. Bon, ben écoute, qu'est-ce que vous avez encore comme nouvelles? Est-ce que Anémone était là? Oh! Il y a une panne. Ça a raccroché. T'as compris? C'est ma copine qui est allée voir le défilé avec son sous-secrétaire d'État. Maintenant, elle est dans une voiture du gouvernement avec un radiotéléphone dedans. Alors, elle s'en sert vachement. Elle appelle tous ses copains, tu vois. Et là, ça a été coupé. Je trouve que Chirac, avec une goutte au nez et 2 gouttes aux oreilles, ça devait être vraiment bien. Il paraît que tout le gouvernement demain va être au pieu avec la fièvre. Vous êtes sensible aux honneurs. Qu'est-ce que j'ai eu comme honneur jusqu'à maintenant? Vous les avez quand même sollicités. Vous avez envoyé votre livre à Giscard d'Estaing. Vous avez été très contente qu'il vous réponde, non? Ah, mais ça, c'était pour de rire. C'est vrai? Ah, bah, ouh, enfin, écoutez, vraiment. Si je vous demandais de faire la caricature de vous-même, qu'est-ce que vous me répondriez? J'en ai déjà fait pas mal, graphique. Mais comment vous pourriez arriver à vous caricaturer avec des mots? S'il n'y a pas eu quelqu'un d'assez malin pour le faire, je vais quand même pas lui donner des armes. Moi, je trouve que c'est assez facile, mais encore une fois, je suis pas là pour ça. Donc vous avez peur. Vous avez peur, Oh, de donner peur. vous avez peur de donner des clés. Oh, vous savez, j'ai des amis qui les ont trouvés depuis longtemps. Et bon, tant mieux. Et je vois pas pourquoi je me montrerais sous un jour ridicule aux gens à qui j'essaie de vendre mon boulot. Non, mais enfin, c'est pas ça. Vous pourriez nous donner une description humoristique de Claire Bretéché sans pour autant vous clouer sur la croix. Je vous demande pas de vous assassiner. Non, mais de toute façon, tout ce que vous me racontez, là, ça s'adresse pas à moi. Ça s'adresse à quelqu'un qui est derrière. Moi, je me trouve là tout à fait c'est une espèce de malentendu. De quelle sorte ce malentendu? Qu'est-ce que vous Quand voulez? quelqu'un commence à avoir une notoriété, qu'elle soit très petite ou très grande, ça s'adresse jamais à lui. Ça s'adresse toujours justement à l'image qu'il donne, et l'image qu'il donne n'est pas du tout ce qu'il est. Bon, donc, on peut pas croire une seconde que ça s'adresse à soi. Donc, on est obligé de jouer toujours un jeu. Quand vous me dites de répondre sincèrement, etc., bon, c'est pas possible. Alors encore un bon nombre d'années à dessiner, Claire. Encore une fois, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous pouvez faire quelque chose? La vaisselle. Allez la faire vous-même. Il y en a. Moi, je trouve que ce qui ferait une bonne ouverture, c'est si vous disiez à Lausier combien vous aimiez. Chez Claire, 2 amis, Lausier et Gottlieb. Lausier, dans ses bandes dessinées, se rue sans tendresse sur l'univers des PDG. Il s'apparente dans sa démarche au travail de Claire Bretéché, bien que le monde qu'il caricature ne soit pas le même. Il publie à pilote. Dans le journal, lui, il s'est fait interdire une histoire érotique, Zizi Pampan. Gottlieb est plus marginal. Dans son dessin, il part souvent d'un fait simple, quotidien, d'une expérience vécue pour atteindre à l'absurde. Il fut un des créateurs de l'Écho des savanes. Il a son propre magazine, Fluide Glacial. En réalité, la question qu'a voulu te poser monsieur, c'est, il faut savoir exactement si tu considères que ton œuvre a réellement un contenu sociologique. Et que tu t'expliques là-dessus. Comment veux-tu que je réponde à ça? Moi, je peux pas répondre à ça. Pourquoi tu ne veux pas répondre à ça? Parce qu'on peut pas analyser ce qu'on fait soi-même, enfin. C'est aux autres de l'analyser en fait. Si nous l'analysons, Ah bah alors là, analysez-le. Bon, et Marcel analyse le contenu sociologique de l'œuvre de Claire. Ouais, moi, je reçois ça comme une espèce de vision du monde dans lequel on gravite un peu tous, et notamment Claire. Et elle rend compte de ces choses-là avec tout ce que ça comporte de contradictions et
d'ânerie, quoi, finalement. Eh ben moi, Claire commence à m'agacer. Parce que ces personnages nous envahissent. C'est qu'on finit par voir des personnages de Claire partout. Par entendre, on n'entend plus les gens parler, on entend des personnages de Claire. C'est l'autre fois quand tu es passé dans cette... Tu as été si brillant dans cette émission de la télévision, avec toutes ces femmes distinguées et complètement idiotes. J'avais l'impression d'entendre tes personnages. Et quand tu leur as répondu, j'avais l'impression d'entendre... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, toi, au contraire, tu avais vraiment un naturel, une simplicité, une force d'expression qui... Mais alors, ce qu'il y a, c'est que c'est le même cas pour toi, mais c'est encore plus dur. C'est-à-dire que, étant donné qu'elle désamorce ces trucs, ça n'est pas reçu différemment quand c'est fait par elle ou quand c'est fait par toi. Parce que toi, tu donnes un malaise incroyable quand on lit tes choses. Est-ce que vous avez un regard sur les gens et que vous nous les donnez à voir, ou est-ce que vous parlez simplement de vous quand vous dessinez? Mais c'est à tous les trois que je pose la question. Je ne saurais pas répondre, mais pour moi, c'est catégorique, je ne parle que de moi. Alors là, même quand il y a plein d'autres personnes, c'est tout le temps moi. Qui m'est arrivé, moi, personnellement, qu'on me dise oh, dis donc là, de quelle façon t'as réglé le compte à tel ou tel problème, magistralement et tout. Alors que moi, j'avais eu l'impression simplement d'avoir déconné pendant une page ou deux ou trois, et c'est tout. Le monde décrit par Claire et par Laussier est le même monde, j'ai l'impression. Et il est reçu différemment par les lecteurs, à savoir que tu n'as pas une formation de presse enfantine, et nous on l'a. C'est-à-dire qu'on fait les clowns un peu, on exagère. Donc les choses dites apparaissent moins gênantes. Oui. Vis-à-vis des lecteurs. Parce que ça semble enrobé dans une espèce de cellophane de comique, de langage un peu changé, etc., d'expression de visage, de bêtises. Alors que lui, pendant pas mal de temps, je n'aimais pas ce que tu faisais. Tu vois, je disais, c'est... Ah non, je te l'ai dit même. Quand il dessine
un flic, il voit que des ordures dans ce monde, etc. Donc il les cautionne en quelque sorte, etc. Bon, depuis qu'il travaille dans le pilote, il a créé cette série, et je la lis, et j'étais absolument, extrêmement gêné, parce que je me suis rendu compte qu'il traite de problèmes qui me concernent aussi. Comme si on me foutait le nez dans mon propre caca, finalement. Je crois qu'avec Claire, on fait des... Je crois qu'on est 3 dessinateurs, avec Saint-Pé, Claire et moi, à faire un peu du dessin de mœurs, je veux dire de la chronique de mœurs, non? D'ailleurs, j'y suis un peu venu, c'est un peu Claire qui m'a influencé, qui m'a amené à ça, d'ailleurs. C'est en regardant ces dessins que j'avais commencé à en faire un petit peu, et puis ça m'a donné l'envie d'en faire davantage. Quelle est la démarche qui déclenche le mécanisme? Très souvent, c'est un agacement. Quelque chose m'agace. J'ai envie de me payer, je ne sais pas, l'artiste de gauche ou le cadre supérieur, ou il y a quelqu'un qui m'agace, j'ai un agacement, et en plus je sens qu'il y a une matière, il y a quelque chose, il y a une matière comique à exploiter. Alors je le mets de côté, et puis quand vient le moment, ils me font un sujet, à ce moment je commence à chercher. Moi je travaille la moitié de mon temps dans les bistrots, de toutes les façons, c'est dans les bistrots que je cherche. Est-ce que lorsque vous vous baladez, vous prenez des croquis dans la vie? Ah ben oui, bien sûr. D'ailleurs, je crois que Claire est comme ça aussi. Notre rêve, ce serait d'avoir un magnétophone ultra sophistiqué avec micro orientable qui permette de capter les conversations là où on veut, parce que on passe son temps à entendre des trucs, à se dire merde, je pourrais pas le restituer. D'ailleurs, c'est un mauvais principe. Moi, je sais que je n'arrive pas à... Même si je prends note mentalement d'une répartie ou d'une conversation, j'arrive pas à la restituer intégralement. Je crois qu'il y a une maturation, c'est on le garde, on le digère, et puis ça revient. Et puis brusquement, on écrit un dialogue, on se dit tiens, merde, ça, effectivement, j'ai dû l'entendre quelque part parce que c'est un truc que j'ai entendu. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont reconnus dans vos dessins, qui sont venus vous le dire? Oui, ça m'arrive de temps en temps, ouais. Ça se passe mal? Non, les gens sont toujours très contents de se reconnaître de toutes les façons. D'ailleurs, la plupart du temps, ils se reconnaissent à tort. Et parfois, oui, une ou deux fois, il y a des gens qui se sont un peu vexés, mais c'était à tort. S'ils ont cru se reconnaître dans certaines choses alors qu'ils n'y étaient pas. Les grands sujets satiriques qui ont fait les beaux jours des humoristes depuis 100 ans sont épuisés. On ne peut plus être antimilitariste de nos jours. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ajouter de plus à la satire qu'on a faite de l'armée. Vous allez dire une fois de plus, les militaires sont des cons, ça fait 50 ans qu'on le répète, qu'ils sont incapables. C'est trop, on l'a trop dit. Anticlérical, on ne peut plus faire de l'anticléricalisme, c'est plus possible. On les a mis à toutes les sauces, on va à nouveau répéter tous ces clichés qui ont traîné depuis 50 ans. Le bourgeois est vilipendé depuis tellement longtemps, c'est devenu une tarte à la crème. On peut plus, c'est plus possible, ce sont des sujets qui sont épuisés. Alors que la gauche apporte une matière nouvelle et des nouveaux ridicules. Quand je m'améliore. Claire, il y a un de vos dessins qui montre des dames en train d'essayer des jeans. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce dessin? Ah oui, c'est moi. C'est vous? Ça vous est arrivé? D'essayer des jeans? Non, mais d'avoir les mêmes situations que celles du dessin? Oui, oui, moi et mes amis intimes, on est toujours dans cette situation quand on achète un jean. Est-ce que vous aimez donner une image sexuelle de vous, par exemple? Est-ce que les hommes se retournent sur vous en disant « Ah, elle est pas mal, la nana ». J'aimerais bien, mais comment faire? C'est ça le problème. Ah, justement, peut-être en s'habillant d'une certaine manière. Je pense pas, je pense que c'est ce qu'il y a dessous qui attire l'intérêt.
Ah oui, mais Et ce là, qu'il y on a peut dessus, rien on le faire, suggère, on si, peut rien justement. faire. David Kahn, qu'est-ce qui vous a poussé à faire un film porno? Et si vous avez fait un film porno, est-ce que c'est pour un jour faire un film politique? Je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dessous. Mais ce qui m'a poussé essentiellement à faire un film pornographique, c'est le département fédéral de l'intérieur, la section de cinéma plus particulièrement, que j'ai sollicité plusieurs fois pour faire de bons films et des films de grand public, et qui finalement, en refusant systématiquement mes primes, m'a poussé vers la pornographie. Et c'est pour ça qu'Histoire de cul, qui est un film qui a été très bien vendu et dans tous les pays, a très bien représenté la Suisse, et j'en suis heureux. Et maintenant, peut-être, sans le département fédéral de l'intérieur, je pourrais enfin faire du cinéma politique. Les rédacteurs en chef, comme les conseillers nationaux, comme les juges, comme les colonels, sont en général des grands notables. Ce sont des mornes bureaucrates, des gestionnaires publics et officiels de l'information, limitée et normée, qu'ils veulent bien transmettre à la population. Et de cette situation générale, la caricature en Suisse se ressent. Vous avez vu le dessin de Claire Bretéché qu'elle a fait au moment de la mort de Franco. Oui. Comment vous l'analysez? Eh bien, ce dessin dit quelque chose de très, très juste, que je dois prendre pour une autocritique pour moi et une critique pour bien d'autres. C'est la ritualisation du combat politique. Dans le combat de la reproduction, la droite qui reproduit et qui maintient son ordre, qui lui profite infiniment, et la gauche qui souvent a tendance à ritualiser sa contestation. Je prends un exemple, ce dessin est un exemple formidable. Le jeune gars de gauche, qui, Franco est mort, il ne sait plus sur qui taper. Bon. Moi, quand j'étais étudiant et jeune militant à Paris, dans une organisation d'extrême gauche, le nombre de fois qu'on a défilé de la Bastion à la République, hein, sur ce kilomètre entre deux places monumentales, c'est incroyable, compte tout. Enfin, c'était le temps de la guerre d'Algérie, puis de la guerre indo-chinoise française finissante, et ainsi de suite. Toute la gauche parisienne, parfois par centaines et centaines de milliers, défilait et défilait encore aujourd'hui de la Bastion à la République. Ça n'intéressait absolument personne, mais ça faisait plaisir à ceux qui marchaient et se croyaient le centre du monde. C'est en mai 68 que Cohn-Bendit et Sauvageau et Gesmar ont eu cette idée fantastique de manifester sur leur place de travail et de refuser le défilé ritualisé de la révolte, entre guillemets. Mais enfin, le dessin dit exactement ça. Les quelques dessins que je vois, les bandes dessinées toutes les semaines dans le Nouvel Observateur, eh bien, sont foudroyants. Il y a un certain nombre de langages de gauche qui me fait éclater de rire, intérieurement et poliment, parce que jamais en Suisse il faut éclater de rire. Vraiment, il faut garder le rire pour soi, comme la critique, etc. Eh bien, depuis que j'ai vu Claire Bretéché, que je la fréquente, si vous voulez, intérieurement, la gauche mondaine, ce discours-là, je ne le supporte plus. Un Daumier au XIXe siècle, magnifiquement, il démasquait toute une classe montante. Parce qu'il y avait des luttes et parce que cette classe agissait, on pouvait la démasquer. Elle agissait, elle se disait en tant que telle. Hein. En France aujourd'hui, Claire Bretéché, je prends un exemple qui m'est très proche, la gauche mondaine, qui est une plaie des sociétés industrielles, cette gauche
d'intellectuels, de professeurs, d'artistes, etc., de médecins, tout ça, qui gagnent très très bien leur vie et qui se disent vaguement sympathisants de gauche, sans jamais s'engager réellement. Vous comprenez? C'est une gauche discursive qui parle, qui est à la mode, qui a choisi la gauche, comme Mauriac a choisi le catholicisme, comme d'autres choisissent les voitures sport, parce qu'ils pensent que c'est à la mode et ça satisfait une certaine vanité. Alors cette gauche mondaine que Claire Bretéché, qui est une femme remarquable, pour moi c'est un des plus grands sociologues vivants, démasque par ses dessins, eh bien, seul le dessin peut le faire. Seul le dessin peut instaurer cette perception qui traverse tous les murs et tous les masques. Et on aurait besoin d'une Claire Bretéché en Suisse pour démasquer la gauche comme pour démasquer la droite. Puis-je savoir en quel honneur tu fais la gueule? Moi, je fais la gueule? Alors ça, c'est extra. Je fais la gueule. Oh, tu n'ouvres pas la bouche, si tu n'appelles pas ça faire la gueule. Ah, j'ouvre pas la bouche, figure-toi, parce que toi, tu fais la gueule depuis une demi-heure. Je fais la gueule, moi? Depuis que je suis rentré, tu m'as pas adressé la parole. C'est vraiment incroyable. Tu arrives en faisant une gueule comme ça, et après, il paraît que c'est moi qui fais la gueule. Écoute, hein, tu n'as qu'à le dire une bonne fois. Ce soir, j'ai envie de faire la gueule. Ça peut arriver à tout le monde, et je saurai à quoi m'en tenir. Hein. Je ne fais pas la gueule, c'est toi qui fais la gueule. Arrête un peu. Bon. Alors, si ça te fait du bien de hurler, alors hurle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Voilà. Typique. Toujours le même système. Semer la merde. Pour le plaisir. C'est ça, hein? Vas-y, je connais le genre de raisonnement par cœur. Je regrette de ne pas avoir de magnétophone. Toi, tu regrettes de ne pas avoir de magnétophone. Ça, c'est merveilleux. De toute façon, étant donné que tu fais la gueule, je n'aurai pas grand-chose à enregistrer. Hein? Moi, tu fais la gueule? Je ne fais pas la gueule. J'arrive et on me fait une gueule de 3 kilomètres. Je fais la gueule. On croit rêver. Moi,